Merci. Nous en sommes au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour. Voilà. Donc, vous avez évidemment sous les yeux là, la présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption? Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Michel Archambault et appuyé par Jacques Bédard. Point 3, résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Aucun. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2014. Tout le monde en a fait lecture? Qui propose? Michel Archambault. Qui appuie? Martin Guévremont. Nous en sommes maintenant au point 5, à la période de questions. J'inviterai Mme Christiane Bourdua. Bonjour, messieurs, dames. Juste pour vous dire brièvement, il y a 3 semaines, j'ai reçu un avis écrit de la part des inspecteurs de la Ville concernant les fameux abris temporaires de tambour pour les portes d'entrée en avant. Or, moi, cet avis-là, je l'ai trouvé très surpris parce que ça fait au-dessus de 10 ans que j'ai un abri et que je le mets directement devant ma porte. C'est pour vous dire que, franchement, je trouve que votre règlement est complètement imbécile. Surtout que ici, à Saint-Bruno, on est une peuplade de gens pas mal vieillissantes, qui ont 65 ans et plus. Moi, je suis retraitée. Et aussi, les tambours temporaires, pour moi, avoir un tambour, ça protège contre le froid, les intempéries. Je peux mettre mes pelles dedans, mon bac à récupération, puis mes vidanges et tout ce que vous voudrez. Et en plus, c'est économique pour le chauffage. Parce que là, on vient d'avoir une tempête de neige vendredi. J'ai eu un pied de neige avec les vents devant mon tambour. J'étais bien contente de l'avoir parce que si je ne l'aurais pas eu, j'aurais eu au-dessus d'un pied de neige vis-à-vis ma porte d'entrée. Puis quand je rentre dans ma maison, bien, j'ai absolument aucun rien pour me protéger. Alors, aussi, je veux savoir que les gens qui habitent les maisons construites avant 65 font partie des pionniers de Saint-Bruno. Moi, ici, je ne parle pas rien que pour moi, mais j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont des abris temporaires, qui ont eu des règlements, eu des lettres. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont peur ou parce que, tu sais, ils ne veulent pas. C'est la majorité silencieuse, mais moi, je ne fais pas partie de la majorité silencieuse. Alors, tu sais, vous voulez que les citoyens, aujourd'hui, on est au 21e siècle, vous voulez que les citoyens, que, tu sais, on soit capable là, d'avoir quelque chose de bon pour aujourd'hui, la qualité de vie. Alors, je trouve que les tambours, tu as besoin d'avoir de la qualité de vie. On ne veut pas nous parler. Je vais vous lire juste un peu brièvement ce que je vous ai dit, ça va vous comprendre un peu. Okay? Donc, les gens qui habitent les maisons construites avant 65 font partie des pionniers de Saint-Bruno. Ils ont entretenu leur résidence, ils sont encore belles, puis ces gens sont aujourd'hui des pensionnaires qui en ont marre de toujours payer et ils cherchent des moyens de sauver des sous. Les abris temporaires, ça sauve sur le chauffage. On ne veut pas non plus que nos pensionnés, comme moi-même, ça ne m'intéresse pas de quitter Saint-Bruno, parce que ça fait plus de 22 ans que je suis ici, puis je trouve que la qualité de la vie, là, c'est hors du commun comparé à d'autres villes. La majorité des gens de Saint-Bruno qui ne vivent pas sur le mont... La majorité des gens de Saint-Bruno ne vivent pas sur le mont Trinité. Ils payent aussi des taxes, ne causent pas de problème, n'exigent pas grand-chose. La majorité n'ont pas les moyens de se payer un déneigeur pour leur entrée à cause des prix exorbitants. Mon exemple, je me suis informée vis-à-vis les déneigeurs qui ont le monopole ici à Saint-Bruno, combien que ça me coûterait par hiver de juste déneiger mon petit trottoir là, qui a 15 pieds de long. Ça n'inclut pas mon driveway. Les déneigeurs vont me charger 300$ pour juste mon petit trottoir, puis un autre 300$ pour venir déneiger mon driveway si je n'ai pas un abri d'auto pour mes véhicules. Or, moi, en 2001, je me suis cassé le cou, puis je ne suis pas capable, là, puis je suis tout seul dans ma maison avec une autre femme. Je ne suis pas un homme pour toujours déneiger au complet. Alors, c'est pour ça que mon abri tambour en avant, mais je suis bien contente parce que si je mets mon bac en arrière dans le cou ou quoi que ce soit pour aller chercher mes pelles puis toute la pataclan, je trouve que c'est complètement ridicule, surtout quand vous avez une tempête de neige. OK. Là, les champs, je trouve que, tu sais, on est au 21e siècle, les temps, ils ont changé, les temps changent, donc peut-être ça serait bon que vous modifiez vos règlements. La question, c'est celle-ci.
pourquoi que vous n'avez pas voté oui à la proposition du projet pilote pour les tambours quand que vous avez eu le projet qui a été établi en novembre 2013. Dans les années 90, vous avez changé la réglementation concernant les abris d'auto pour les véhicules, pour les garages, puis ça, maintenant, ils sont maintenant permis. Alors, pourquoi pas que vous ne faisiez pas changer la réglementation pour les abris tambours? Parce que moi, j'ai un abri d'auto, puis je me rappelle que dans les années 90, il fallait que je vienne ici, là, au conseil municipal, pas conseil, mais au garage, pour avoir le permis comme quoi que j'avais le droit de m'inscrire, que j'avais le droit d'avoir l'hiver pour un abri d'auto. Mais après un nombre d'années, la réglementation a été modifiée, puis on n'a plus besoin de venir là, pour dire qu'on a un abri d'auto dans notre driveway. Alors, pourquoi que vous ne faites pas la même chose avec les tambours temporaires? Puis aussi, pouvez-vous me donner les points négatifs de ce projet-là? Pourquoi que vous n'avez pas voulu changer la réglementation? Puis, peut-être un peu grave, là, mais moi, je suis une personne qui est quand même directe. Cherchez-vous à faire un coup d'argent avec une taxe et tambours dans un futur rapproché, comme la taxe que vous avez imposée, c'est piscines, si vous changez ça. Parce que, juste une dernière affaire, là, si vous allez voir le IGA, le centre d'alimentation, il y en a un tambour, un abri, puis venez pas me dire parce que c'est fait sur le côté de la maison. C'est en plein en face, parce que c'est une industrie. Eux autres, ils n'ont pas eu de lettre d'inspecteur, comme quoi que ici, qui n'ont pas le droit. C'est la même affaire ici sur Robertval, que vous avez un marchand là, qui est au Fostery, ça, c'est qui font du rembourrage. Ça ressemble à un tambour, qu'est-ce qu'il y a là. Puis ça fait des années qu'il l'a, puis je ne les ai jamais vus faire disparaître leurs tambours, eux autres non plus. Alors, pourquoi que, même surtout, moi, que ça fait 10 ans que je mets un abri devant mon entrée, par simple curiosité, comment ça se fait que j'ai eu ça aujourd'hui? Puis j'ai demandé même à l'inspecteur, puis lui, il dit, bien, je fais ma job. Bien, si tu faisais ta job, tu sais, là, si on part en guerre ou quoi que ce soit, surtout pour les abris d'auto, que tu as le droit d'avoir même vis-à-vis les entrées de trottoir, tu es supposé être au moins un minimum de 10 pieds. Bien, s'il va voir mon voisin ou bien donc voir une couple de monde sur Montarville, franchement, il y en a une couple qui vont être ici, puis ils vont commencer à chialer parce qu'ils ont moins de 10 pieds, mais c'est toléré. Alors, pourquoi que vous ne tolérez pas, puis ne changez pas la modification des abris temporaires ou les portes d'entrée? Bien, merci, madame. Ça va nous permettre d'éclaircir un certain nombre d'éléments. D'abord, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de taxe sur les abris tempo ni sur les tambours éventuels. Quant à votre demande, évidemment, on a été élu le 3 novembre dernier. Vous savez qu'au mois de juin ou juillet dernier, le conseil municipal précédent, il y a effectivement une demande qui avait été soumise. Et cette demande-là a été rejetée par l'ancien conseil municipal. Fait que nous, quand on a été élu le 3 novembre, et puis qu'on a eu notre première séance du conseil municipal, il y a eu effectivement une réflexion, une discussion autour de ce sujet-là. Nous ne sentions pas nécessairement bien outillés pour répondre de façon adéquate parce qu'on voulait savoir pourquoi le conseil municipal précédent avait rejeté cette demande-là. Et ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on va effectivement analyser la situation et on va arriver avec une solution l'automne prochain. On s'excuse pour les inconvénients au cours des derniers mois ou des dernières semaines. Je pense qu'en tout cas, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'appareil municipal pour savoir pourquoi, effectivement, vous avez été pendant 10 ans avec un tambour, pour qu'aujourd'hui, on vous colle une contravention à peu près. Ça, on va regarder ça d'un peu plus près. Mais on est très sensible à votre argumentation, à votre argumentaire, c'est évident. En même temps, il y a d'autres personnes qui s'y opposent de façon très forte. Donc, on va effectivement faire une consultation publique sur ce sujet-là au cours des prochains mois. Et on va s'assurer qu'on trouve une solution à l'avantage qui va être gagnante pour les uns pour les autres. C'est quoi la raison principale que les gens s'opposent à ça? Bien, c'est une question, souvent, les gens qui peuvent s'opposer à ça, c'est une question visuelle. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qu'on nous a donné comme raison pour ne pas avoir accepté, c'est qu'on le permettait sur le côté et à l'arrière et qu'on ne voulait pas nécessairement le voir installé en façade parce qu'il y avait une raison aussi je dirais, au niveau du visuel, ça pouvait porter à conséquence. Il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'aiment pas tellement voir le voisin avoir un tambour alors qu'eux autres n'en ont pas. Donc, je pense que c'est cette espèce de vivre ensemble-là qu'on doit développer et on doit effectivement arriver à une solution qui soit à la satisfaction de tous. Je suis très sensible à l'argumentaire
de, effectivement, vieillissement de la population, risque, tous ces éléments-là. Maintenant, il va falloir, bien sûr, contrôler, si jamais on va de l'avant avec une réglementation de ce type-là, il faut s'assurer que ce qui peut être fait est convenable et respecte jusqu'à un certain point la beauté et la qualité de vie de Saint-Bruno. Bien, vous avez déjà la réglementation pour les abris d'auto des véhicules. Il y en a bien aussi. C'est la même affaire. C'est pas plus beau, puis c'est aussi imposant. Alors, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Non, votre réponse que vous dites pour la fête de l'esthétique puis de la laideur, c'est complètement ridicule, là. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse s'asseoir. Je vous le dis aujourd'hui. C'est qu'on puisse s'asseoir et ensemble, on va trouver une solution qui vous permette éventuellement de faire en sorte que vous soyez satisfait. C'est notre objectif. Merci, madame. Bonne soirée. Si vous me permettez, M. Murray, j'aimerais ajouter un point parce qu'on avait quand même proposé un projet pilote. Vos raisons pour le refuser, je pense qu'elles restent quand même mal documentées. D'essayer de rejeter la faute sur l'ancien conseil. Je pense qu'il y a eu des élections puis il y a un nouveau conseil. On avait l'occasion de changer les choses avec un projet pilote et de remettre et de regarder... S'il vous plaît. Et de regarder le problème qu'on vous avait apporté. Alors, j'espère que suite à l'intervention de madame, qui représente, je pense, l'opinion de plusieurs citoyens à Saint-Bruno, que vous allez vous engager à le regarder pour trouver une solution pour l'an prochain. Merci. Je pense que ce que j'ai donné comme information à madame ici, c'est tout à fait clair et nous allons effectivement le regarder de très près. Vous pouvez en être assuré. Merci, madame Hudon, de votre commentaire. D'autres commentaires à ce sujet-là? Oui. C'est une période de questions. C'est parce que je ne voudrais pas non plus qu'on ait des interventions à gauche et à droite. Là. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Est-ce que vous voulez intervenir à la fin? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je pense que si vous avez à ajouter quelques éléments, c'est bien. Là. Sinon, si c'est pour tourner un petit peu en rond par rapport à la question, allez-y, je vais vous écouter. Là, mais à un moment donné, il y a d'autres questions qui s'en viennent. Là. Bon, vous m'invitez. Si vous dites tourner en rond, je pense que vous tournez en rond. Ça fait, je vous en prie, tout le monde peut accéder au micro puis s'exprimer. Je pense qu'on vous a présenté, Mme Hudon a présenté un projet. Monsieur Bédard. Oui, devant. Oui. Vous ne l'êtes pas? Parfait. Alors, je vais reprendre. Au mois de novembre, il y a une proposition pour avoir ces abris-là et d'en faire une étude durant l'hiver. On a un hiver qui est excessivement difficile et on le sait tous. Ce projet-là n'aurait pas nui. Il y a des gens, on a fait un inventaire sommaire. On en a compté et on n'a pas fait toute la ville. On en a compté plus de 50 existants. Madame vient de nous dire qu'elle a reçu un inspecteur. Qu'est-ce qui se passe avec les 50, 60 autres qui n'ont eu, qui en ont un plutôt, et qui n'ont pas eu encore la visite d'inspecteur? Elle fait référence à des endroits que tout le monde connaît. IGA, le manoir, il se passe quoi avec eux? J'ai soulevé la question il y a un mois. On vous demande une tolérance pour l'hiver 2014 et on regardera pour l'an prochain. Alors, dire qu'on va le regarder pour l'an prochain et rien faire pour cette année, je pense que c'est un manque de leadership. Bien, merci, M. Bester. Je pense qu'on va regarder ça dès demain avec la directrice générale. On va voir effectivement qu'est-ce qui peut être fait dans ce contexte-là. Notre objectif, je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas d'embarrasser qui que ce soit. La problématique, elle est réelle. Nous allons y trouver une solution le plus rapidement possible. Mais vous allez constater que nous, on est face, je le répète, c'est-à-dire que l'ancien conseil municipal a rejeté cette demande-là et on voulait se donner le temps de bien examiner les éléments qui supportaient ce refus. Tout simplement. Mais c'est évident que d'ici l'automne prochain, la situation va être réglée. Et en attendant, je vous invite, s'il y a une problématique particulière, amenez me voir, madame, puis on va regarder votre problème de façon individuelle. Merci, madame. Et merci, M. Bester. Merci, mme Hudon. Prochaine question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interventions? M. André Aymard. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous féliciter de la façon que vous
que vous réussissez à maintenir de l'harmonie, puis de façon beaucoup de classe, je trouve. Vous traitez les gens avec beaucoup de respect, comme on s'y attendait, mais c'est toujours plaisant de le constater. Pendant la dernière campagne électorale, on s'est fait répéter ad nauseam que l'ancienne administration avait une très bonne gestion, que la ville de Saint-Bruno était bien gérée. Or, depuis quelque temps, on entend dire des choses par les journaux comme quoi que la ville n'envoie pas ses comptes, les comptes n'ont pas été envoyés depuis 9 ans. Et moi, mon compte de taxe, je l'ai toujours reçu. À chaque année, puis je l'ai payé. De savoir que la ville n'envoie pas ses taxes, que c'est nous qui payons parce que la ville qui est si bien gérée, je ne sais pas, je pose pas de... J'accuse pas, mais ça m'inquiète, puis je pose des questions. Je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres squelettes comme ça dans les placards de l'ancienne administration? C'est malheureux parce qu'il n'y a personne qui peut répondre. Il n'était pas là. Ceux qui restent, ça ne vaut pas vraiment la peine. On va poser une question. On va avoir un grand discours, mais pas de réponse à la fin. Alors donc, c'est à vous que je demande, est-ce qu'on va pouvoir faire la lumière là-dessus? Je trouve qu'on est privilégié d'avoir, comme directrice générale, celle qui était là pour négocier toutes ces choses-là. Alors, comment se fait-il qu'on nage dans l'inconnu? C'est pire que Charbonneau jusqu'à un certain point. On ne sait pas ce qui se passe avec ça. Voyons donc. Puis là, la ville de Carignan fait preuve d'une espèce de conscience sociale absolument pourrie de dire que vous avez fait une erreur, c'est prescrit, on ne payerait plus. Ils ont eu les services. Et ça, c'est un autre débat. Là. C'est un débat de conscience sociale de la part de gestionnaires de la chose publique qui ont de l'air à ne pas vouloir assumer, en tout cas profiter des erreurs des autres. Mais il reste quand même qu'il y a bien des gens, je ne suis pas tout seul, là, qui se questionnent. Là, 300 000 $ de manque à gagner, puis ça ne semble pas se régler, cette affaire-là. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, tout ce que je demande, tout ce que je veux savoir, est-ce qu'on va s'en occuper? Puis les gens qui étaient là, ils devaient être imputables. Ceux qui avaient des rôles de prise de décision puis de négociation là-dedans. Je ne veux Ça ne marche pas, ça, là. Va-t-il falloir faire un Charbonneau pour Saint-Bruno puis Carignan ou quoi? On est-tu rendu là? Non, on n'est pas rendu là. Mais c'est inquiétant quand même. On va avouer ça que c'est inquiétant. En fait, moi, je ne partage pas nécessairement votre inquiétude. Effectivement, il y a eu une erreur dans ce qui a trait à l'envoi du compte de taxes. Mais en tout cas, on pense bien, nous autres, qu'on va éventuellement régler ce problème-là. Et je pense qu'il n'y a aucun Montarvillois qui est pénalisé pour le moment. Il n'y a aucun Montarvillois qui va l'être. Et nous sommes en négociation avec Carignan. Et éventuellement, on va effectivement trouver le moyen de récupérer les sommes qui nous sont dues. Je pense là-dessus, il y a aussi une question, au-delà de la légalité, il y a aussi une question d'honneur. Je pense qu'entre villes, on doit pouvoir se respecter et assumer les responsabilités, même si on a reçu le compte un petit peu en retard, puis on s'abrite derrière la loi pour effectivement refuser tout ce qui est 3 ans en arrière. On va regarder ça, puis moi, je vous dis ce soir, ayez aucune inquiétude, on va effectivement travailler là-dessus. Je peux vous rassurer parce qu'on a peut-être laissé entendre aussi qu'avec Montarvillois avait assumé des coûts qui ne leur appartenaient pas. Ce n'est pas du tout le cas. Ça a été un oubli malheureux. Saint-Bruno a été fusionné, défusionné, une entente qui s'est négociée en 2004, suite à la diffusion. C'est comme tomber un peu dans les craques du plancher, là. Excusez-moi l'expression, c'est qu'on pensait que ça pouvait relever de Longueuil, alors qu'au fond, ça relevait de nous. Et pendant ce temps-là, je pense aussi qu'Carignan avait un devoir, avait une responsabilité, peut-être d'alerter ceux qui étaient concernés pour leur dire, regarde, nous autres, on perçoit des taxes de notre côté pour ces services-là. Ça serait le fun que vous nous envoyiez la facture. Fait que de ce côté-là, je pense que oui, on va s'asseoir puis regarder les choses de façon sereine, de façon bien posée. Et il n'y a aucune malveillance. En tout cas, je peux vous le garantir de ce côté-là, un simple oubli malheureux qui est lié à la saga fusion-diffusion de Saint-Bruno et qui a laissé malheureusement ce genre de séquelles-là. Aucune malveillance, je veux bien croire, mais sans chercher de coupable, là, est-ce qu'il n'y a pas des gens là-dedans qui n'ont pas fait leur travail comme il faut? Là? Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je peux vous dire à ce stade-ci que c'est un oubli malheureux. Je ne peux pas aller plus loin que ça parce que moi, je n'ai pas constaté de manque évident, de volonté de ne pas faire les choses correctement. C'est tombé finalement entre deux
deux situations. Puis bon, ben, malheureusement, parce que la responsabilité aussi peut être partagée autant par Longueuil que par Saint-Bruno et par Carignan. On était 3 joueurs là-dedans. Je pense que mutuellement, on aurait peut-être dû s'informer de façon correcte et ça nous aurait permis d'éviter ce genre d'écueil-là qu'on vit actuellement. Mais je peux vous le garantir, moi, c'est une question de temps avant qu'on puisse régler ce dossier-là. J'ai bien confiance, j'ai une bonne relation avec le maire de Carignan et on va trouver un terrain d'entente assez rapidement, ça je peux vous le garantir. Puis les explications seront publiées aussi. Tout est transparent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Tout est transparent. Nous, on a envoyé notre facture, c'est-à-dire qu'à Saint-Bruno, la facture est envoyée, une facture complète, et puis qui totalise l'ensemble des sommes qui nous sont dues. Tout ce que dit Carignan, c'est qu'il dit, ben moi, tout ce qui est antérieur à 3 ans, je ne le paye pas. Puis les factures plus récentes, je les paie. Mais en contrepartie, Carignan lui a perçu de ses citoyens ces sommes, et donc, normalement, il devrait être dû à ceux à qui ils reviennent ultimement. Merci, M. le maire. Ben, merci, là. Monsieur Maurice Charette. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais demander au conseil de ville, c'est quelque chose qui se fait dans presque toutes les villes. La majorité des villes ont ce service-là qu'ils offrent aux citoyens. Ici, à Saint-Bruno, on ne l'a pas et j'ignore pourquoi. C'est peut-être juste parce que personne ne l'a demandé. Moi, je fais du camping comme plusieurs d'autres citoyens de Saint-Bruno. Et dans les terrains de camping, maintenant, au Québec, vous avez les 3 services qui appellent l'eau, l'électricité et les égouts. Mais il y a beaucoup aussi d'emplacements où vous avez seulement 2 services, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Et les gens qui vont passer une fin de semaine au terrain de camping et qui n'ont pas les 3 services parce que c'est complet, le terrain est complet, ils retournent chez eux la fin de semaine. Et ils vont dans un dumping station en anglais. C'est une station de dompage, c'est-à-dire que c'est une place accessible à la ville. Souvent, ça se fait où on ramasse où vous avez des contenants sur la rue Sagard. Ouais, et les gens vont domper là-bas avant de retourner à la maison. Vous avez beaucoup de citoyens qui font du camping à Saint-Bruno et je me demandais pourquoi, ici à Saint-Bruno, on était obligé d'aller à Sainte-Julie pour faire ça, alors qu'on pourrait très bien le faire ici à la voirie de Saint-Bruno. Ça, c'est une des questions. L'autre question que je me pose, c'est que ici, à Saint-Bruno, on se pète un peu les bretelles avec les fleurs, là, les 3 lisses, les 4 lisses, ou je ne sais pas trop, là. 5 lisses. Excusez, 5 lisses. On a 5 lisses à Saint-Bruno, mais on a encore des vidanges dans des sacs. On a encore des cartons. Il y a des matins, tu te ramasses, tu sors de chez vous. Moi, je sors de bonne heure parce que je suis un laitier. Mais souvent, je sors de chez nous, puis je vois le raton laveur qui a gratté le sac du voisin. C'est tout étendu. Tu sais, c'est beau avoir 5 lisses, mais pourquoi on n'a pas de bac? Mon beau-frère, il demeure à Baie-Sainte-Catherine, une petite municipalité juste avant Tadoussac. Il y a 2 bacs, un pour les ordures, puis un pour le recyclage. Ça se fait dans toutes les villes. Nous autres, on a encore nos sacs. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un bac pour les vidanges. Ça me dépasse. C'est beau, 5 listes, là, mais en quelque part, on peut-tu mettre les priorités à bonne place? Merci. La première, votre première question concernant votre demande pour quand vous revenez du camping, on va regarder ça. Je pense que c'est une idée intéressante. Effectivement, on a un endroit qui est l'éco-centre qui pourrait éventuellement être mis à contribution par rapport à... C'est pas quelque chose qui coûte énormément cher. En fait, ça prend une hose, une champlure, puis une place pour domper, c'est tout, là. Pas de problème. Je pense que il y en a dans presque tous les villes. C'est quelque chose qu'on va regarder puis qu'on pourra revenir. C'est peut-être un peu tôt pour le demander, mais je voulais l'avoir cet été. L'été va s'en venir à un moment donné, hein, même s'il fait moins 20 dehors actuellement. Je vous remercie beaucoup. La deuxième, je pense que c'est une question de civisme. Oui, on fournit les bacs pour la récupération du recyclable. Je pense que si les gens, effectivement, mettent leur sac sur le bord de la route, et puis dans le contexte où on est quand même dans un milieu où il y a quand même des animaux domestiques autres qui se promènent, faire en sorte que si vous avez un petit sac, ils vont forcément aller voir ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est qu'on n'a pas juste des sacs. Il y a des gens qui mettent ça dans des boîtes de carton, il y en a d'autres qui mettent ça dans des sacs, il y en a d'autres qui mettent ça
comme ils peuvent. Tu sais, on est fiers à Saint-Bruno, on a une belle ville, la madame disait tantôt qu'on vit dans un environnement spécial, et je comprends pas pourquoi, à Saint-Bruno, on n'a pas le bac pour les déchets. Ça se fait dans toutes les villes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en va vers une troisième voie qu'on appelle. Là, on devrait prochainement vous annoncer une usine de biométhanisation là, qui va se construire pas tellement loin d'ici. Et effectivement, on va récupérer tous les déchets qui sont putrescibles, tous les déchets qui ne sont pas enfouissables. Donc, on s'en va dans cette direction-là, qui devrait être l'horizon peut-être 2017-2018. Mais en attendant, je pense qu'il y a un effort à faire auprès des citoyens pour s'assurer que leur vidange, effectivement, soit mis dans un endroit ou dans un récipient qui puisse s'assurer que ça ne se répande pas un peu partout. Le problème, c'est qu'on demeure près d'une montagne où il y a un paquet de bébites, là, nommez-les. On les a toutes là, ici, à Saint-Bruno. Fait que il y a des matins, là, je vous assure que c'est pas très, très joli dans les rues de Saint-Bruno. Là. C'est pas tout le monde qui prenne la pelle, puis qui pèle, là, puis ils ramassent ça pour le remettre dans la poubelle. Il y en a qui ça traîne là longtemps, je peux vous dire ça, moi. Mais je pense que les gens devraient en prendre conscience. Je pense que c'est normalement. Là. Merci il y a peut-être beaucoup. un effort à faire de ce côté-là. Merci. Et M. Jean-Claude Bergeron. Oui, bonsoir. J'attends mon lutrin, mais ça, il paraît qu'il s'en vient, j'espère. Il va arriver à un moment donné. Il faut toujours espérer. J'avais préparé ma question, mais en tout cas, je suis parti vite de la maison, puis je l'ai oublié. Le libellé de la question. Donc, je me réfère à 8.3, où on parle de l'adoption décrétant des travaux de réfection du Grand Boulevard Ouest entre Desbolets et la montée Daniel. Bon, puis tout ça. Et moi, je vous demande, Saint-Bruno a une mauvaise réputation par rapport au cyclisme et au vélo. Toutes nos pistes cyclables sont toutes tronçonnées. Et notre accès aux autres villes est difficile. Bon, là, ça s'est amélioré avec Sainte-Julie, ça s'est amélioré avec... C'est déjà correct avec Saint-Basile. Et là, on fait un premier tronçon, si vous voulez, un bout pour s'en aller vers Chambly. Et le rang, la montée Daniel, puis tout ça, c'est pas large. C'est vraiment pas large. Donc, ma demande est simple, c'est qu'on regarde. Et quand on s'en va là en vélo, actuellement, c'est un trou and boss. Donc, tant les autres, sauf les résidents de ce rang-là, les autres, tout le monde passe ailleurs parce que ça cogne. Puis on ne peut pas aller vite. Donc, évidemment, les vélos, ils ne vont pas beaucoup, puis évidemment, les automobiles également. Mais quand tout ça va être asphalté d'une façon potable, les vélos vont suivre. Et ma demande est simple, c'est que compte tenu de l'emprise de rue qui est, je ne sais pas, à l'œil, une trentaine de pieds, si on pouvait, de chaque côté de la rue, mettre 1 à 2 pieds une surlargeur, même qu'elle ne serait pas, même que cette surlargeur-là ne serait pas bétonnée, mais à tout le moins un compactage de gravier pour que si on parce que quand vous avez un auto en arrière, puis vous avez un auto en avant, puis il y en a un, surtout celui d'en arrière, qui vous laisse sentir qu'il veut passer, puis qu'on est de trop, c'est stressant. Aujourd'hui, on roule avec les clips, comme on dit, les pédales attachées. Puis la dernière chose qu'on veut avoir, c'est d'être pris pour se ramasser dans le champ parce que le pied est attaché à la pédale. Donc, ce que j'aimerais qu'il soit vraiment regardé, parce que là, éventuellement, ça va être un accès vers Chambly. Et l'accès vers Chambly, on n'en a pas. Moi, quand je vais faire du vélo vers Chambly, je m'en vais à base de plein air à Saint-Hubert. Et là, je fais le grand tour pour me rendre à Chambly. Et là, on va avoir un premier tronçon intéressant. Donc, moi, je vous demande de ne pas oublier le vélo dans la planification de
la montée Daniel et puis tout ça. Mais faites quel grand boulevard ouest, parce que la montée Daniel, c'est à partir Ouais. de Chambly. Bon, Ouais. on a une problématique particulière avec ce rang-là, c'est qu'on a des fossés. Et puis, notre emprise est extrêmement limitée. Ce qui fait que ça complique singulièrement la tâche. Et au-delà de ces fossés-là, bon, évidemment, on tombe en territoire agricole. Fait que on était un petit peu coincé avec une dynamique particulière. Je sais qu'au niveau des gens du génie sont en train de regarder ça. Mais c'est pas évident, c'est pas une solution facile. C'est une rue qui est étroite, c'est un ancien rang, avec toutes les contraintes qui s'imposent. Et puis, on a beau regarder à gauche et à droite, parce qu'il y a aussi des propriétés. Il y a des arbres sur ces propriétés-là, donc ça amène des difficultés particulières. Ben, moi, je vous dis, même à la rigueur, que ça soit fait juste seulement sur certains tronçons, puis que si jamais d'autres parties vous créent vraiment des impossibles, ben, on va être attentif à cette demande. On est très en passant, M. Bergeron, on est très sensible à toute la question des pistes cyclables. On va mettre un effort particulier là-dessus cet été. C'est sûr, on aimerait bien pouvoir en avoir qui nous permettent d'accéder à toutes les villes voisines, mais on a ce genre de contraintes-là. Et puis, comme moi, j'ai un respect du territoire agricole, je ne veux surtout pas qu'on grignote. On va essayer de trouver des solutions qui puissent être à la satisfaction de tout le monde. Ce rang-là, actuellement, oui, est peut-être bosselé, peut-être plein de trous, mais il est aussi utilisé de plus en plus pour une circulation de transit, entre autres au niveau des camions lourds. Fait que ça aussi, c'est un problème qu'on va regarder parce qu'en le repavant complètement à neuf, ça va inciter les gens à l'utiliser. Et puis, ça ne sera pas nécessairement un pavage qui est fait pour résister au bras lourd. C'est plus pour une circulation locale et pas une circulation de transit, et donc une circulation lourde en plus. Fait que c'est des éléments, parce que autrement, ça coûterait facilement 4 fois à 5 fois le prix actuellement. C'est quand même un investissement de 1,25 million, là, dont 200 000 vient du provincial. Fait que, on est conscient de cette situation-là, de cette problématique-là, puis on va essayer d'y trouver une solution qui soit acceptable là, pour un petit peu tout le monde. Mais comme je vous dis, on a des contraintes considérables. Je regarde, par exemple, comme Sainte-Julie, bon, c'est un vrai casse-cou. Et ils ont fait une surlargeur des deux côtés, tout ça. Puis même là, c'est vrai que ça circule plus vite que ce rang-là. Même là, il y a, dans le rang des 25, il y a plusieurs cyclistes qui n'aiment pas parce qu'on ne sent pas la barrière. On ne sent pas la barrière entre le cycliste et le vélo. Et moi, un après, j'ai vu et l'auto, excusez. Et moi, j'ai vu une grosse remorque d'un bateau, là, quelque chose de large, qui a passé à peu près à ça d'un cycliste. Là, puis ça, comme on dit... Ça on en est conscient. Le rang des 25 aussi est problématique. Le rang des 25, juste pour finir là-dessus, si on pouvait juste mettre... des bolets. Ben, je ne sais pas comme c'est ça. Des espèces de séparateurs de chaussées. Séparateurs, déjà, on améliorerait c'est psychologique, ça. Parce que quelqu'un, il ne s'approche pas. L'automobile s'éloigne du bolet par logique. Là. Fait que, merci. Mais n'oubliez-les pas. Non, on ne vous oublie pas. On vous oublie pas. Merci. Merci bien. Donc, oui, allez-y. Juste un commentaire. La qualité de la surface de la montée Daniel, je passe en vélo là régulièrement toute l'année en période. C'est abominable. C'est un champ de mine. Si vous ne faites pas attention avec votre bidon, vous rentrez dans des 4-5 pouces puis vous cassez votre bicycle va être... Il va être détruit à 4-3 mois. C'est pour ça que d'ici au 31 juillet ou autour de ces eaux-là, on devrait avoir une surface. Ça va être refait au complet. C'est refait au complet. Ça, la chaussée est refaite au complet là, durant les mois. En tout le monde, on va se rendre au 1er août, on va se rendre pour là où on doit se rendre. Puis par la suite, en tout cas, d'ici la fin de l'été, on devrait être en mesure d'avoir terminé complètement les travaux sur ce rang-là. Ça va? Donc, ça termine la période de questions. Nous en sommes au point 6, dépôt des documents. Bon, le premier document que l'on dépose, c'est la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 17 février 2014.
Donc, vous avez les mouvements de personnel. On va le laisser à l'écran pendant quelques secondes, puis regarder. Donc, c'est essentiellement des embauches temporaires ou des concours qui ont été comblés, suite au départ de personnes. Point suivant, liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 3 février 2014. Donc, vous avez sous les yeux ces éléments-là. Donc, un virement, donc c'est concernant le prix de l'essence 2013. Il y a eu une augmentation, donc on a utilisé des comptes existants qui étaient en excédent et on a transféré 18 000 là, pour le transport routier. C'est le seul virement qu'il y a eu et c'est vraisemblablement un des derniers pour 2013, ou à peu près. Maintenant, dépôt d'une pétition, mur anti-bruit, Monté-Montarville. Ce n'est pas un dossier récent, c'est un dossier quand même qui revient de façon assez régulière. Ce sont les gens qui habitent sur Jeanne-Sauvé. Donc, c'est une pétition de 20 citoyens de la rue Jeanne-Sauvé qui représente 9 résidences, qu'eux autres sont incommodés par le bruit qui provient de la Monté-Montarville. Bon, bruit qui est occasionné en bonne partie par le camionnage, parce que c'est une route qui est utilisée par les gens qui vont à la carrière et transportent du roc, de la roche ou n'importe quel élément lourd. Donc, ça incommode les gens. Et aussi, bon, il y a eu une densification de la circulation dans ce secteur-là, là, avec l'augmentation, je vous dirais une circulation de transit en partie, et aussi une circulation liée au développement résidentiel dans ces secteurs-là, qui fait que ça a augmenté. Fait que les gens se plaignent. Nous, on reçoit la pétition. Ce n'est pas les seuls qui se plaignent du bruit. La problématique du bruit, pour nous, est très importante. C'est sûr qu'il faut la regarder dans son ensemble. Évidemment, on ne peut pas... on voudrait répondre à tout le monde, mais un mur anti-bruit, c'est quand même très, très coûteux. Donc, il faudrait trouver des solutions qui puissent être satisfaisantes par rapport aux uns et aux autres. Fait que ces gens-là ont été rencontrés. On va travailler avec eux autres pour éventuellement trouver une solution. Pour trouver une solution, je vous dirais le plus rapidement possible, là, à la situation. On a quelques pistes d'avenue, fait qu'on devrait vous en informer au cours des prochains mois. Ce n'est pas quelque chose qui se règle, bien sûr, en une semaine, là, mais on est attentif à cette dimension-là. Point 7 maintenant. Sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Le point 7.1. Nomination du maire suppléant. Donc, la première nomination, c'était pour la période du 17 novembre au 28 février. C'était Mme Michèle Archambault. Donc, on procède par alternance et nous faire une petite lecture du petit document. Donc, il est proposé de nommer M. Jacques Bédard à titre de maire suppléant pour la période du 1er mars 2014 au 31 mai 2014. Donc, on est sur une rotation de 3 mois. Qui propose? Commentaire. Madame Bérubé, parfait. Oui. On va demander le vote. Comme on l'avait dit à l'automne, nous, on a une approche qui est différente. On avait proposé Mme Hudon. Ça fait 10 ans qu'elle est conseillère. Elle connaît bien les dossiers de la ville. Elle connaît bien l'agglomération. Elle connaît le réseau. Et on maintient que ça devrait être la personne qui devrait être pro-maire. On n'en fait pas une proposition officielle. On connaît le résultat d'avance, sauf qu'on va exprimer notre désaccord par rapport à cette résolution-là. Merci. Donc, on procède au vote. Donc, contre. Mme Valérie. M. Bédard. Parfait. Donc, nous passons au point suivant, direction générale. Le point 7.2.1. Demande de prolongation de délai au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux du Grand Boulevard. Bien, tout simplement pour vous informer que le ministère avait accordé une subvention de 200 000 $ et on devait l'utiliser avant le 14 février 2014. Donc, la subvention a été accordée, de mémoire, je pense, au mois d'octobre, mois de septembre.
Donc, le 23 septembre, ils ont demandé à ce que les travaux soient réalisés pour le 14 février, ce qui évidemment était impensable. Donc, on prend une résolution ce soir pour repousser l'échéance au 15 février 2015. Et je pense que le ministère est ouvert, effectivement, n'attend qu'une résolution de notre part, et c'est ce qu'on fait. Donc, il est proposé de demander au ministre des Transports du Québec de prolonger d'un an, à savoir au 15 février 2015, le délai pour la réalisation des travaux d'amélioration du Grand Boulevard Ouest, ainsi que le premier versement de la subvention accordée le 23 septembre 2013. Qui propose? Qui appuie? Jacques Bédard. Maintenant, le point 7.3, ressources humaines, aucun dossier. Le point 7.4, je demanderai à Mme Michèle Archambault de poursuivre. Merci. Merci, désolée de vous avoir cassé les oreilles avec mon micro. Alors, je poursuis maintenant au point 7.4 avec l'autorisation des dépenses. Pour vous mettre en contexte, en fait, vous allez voir dans ce point passer des montants qui sont une liste de chèques. Vous allez voir soit des listes de chèques, des paiements par débit direct ou des salaires. Donc, il y a les 3 modes de versement. Toutes ces dépenses-là ont déjà été préautorisées soit à l'intérieur d'un projet de règlement autorisé par le Conseil ou à même le budget d'opération. Alors, vous allez voir dans le montant qu'on autorise aujourd'hui un montant total de 2 678 972 $ qui est constitué d'un montant de 1 755 691 $ pour des chèques émis, des paiements par débit direct de 413 000 $ et les salaires payés au montant de 509 000 $. Donc, c'est des dépenses qui sont encourues pour la période s'échelonnant du 31 décembre au 29 janvier 2014. Pour vous donner un topo, en fait, dans les principaux chèques émis, on voit, je vous ai présenté les 5 montants les plus importants, donc toujours dans le cadre de projets déjà adoptés au préalable. Vous avez un montant de 475 000 environ pour le projet de construction des GL. En fait, c'est le projet de réfection du boulevard. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Malheureusement, je n'ai pas l'information, mais je vous reviendrai. Ensuite, vous avez aussi les entreprises Michauville pour un montant de 165 000 $. Le régime de retraite et les entreprises Philippe Daigneault pour 93 000 $. Ça, c'est pour le déneigement des voies et trottoirs de la municipalité. Il y a aussi d'autres entreprises, pour ceux qui se rappelleront, là, qui contribuent aussi au déneigement des rues et trottoirs. Donc, ils se partagent différents jours là, selon les tempêtes. Puis, le principal montant ici, c'est pour cette entreprise-ci. Aussi, vous avez 67 000 $ pour RCA Environnement. Ça, c'est pour la collecte des résidus verts. Donc, ça vous donne une idée. Là, ça explique un bon pourcentage du montant total présenté. Pour les paiements par débit direct, principalement, ce que vous allez voir, c'est toutes les charges pour les avantages sociaux qui passent par débit direct au ministère du Revenu du Québec ou au gouverneur du Canada. Puis aussi, vous allez voir, ça, en fait, vous allez voir, sur le 413 000, vous avez 230 000 $ qui s'en va pour la part employée et puis 86 000 $ pour la part employeur. Le reste des montants, c'est pour payer l'utilisation d'énergie, soit pour l'éclairage de rue ou encore pour le chauffage des bâtiments municipaux. Finalement, des salaires payés pour les 4 dernières paies au courant du mois de janvier. Alors, si le tout vous apparaît conforme, je propose d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information, au 29 janvier 2014, de 2 678 972 $ et 7 sous, incluant les charges salariales de 509 000 $ 594 $ et 8 sous pour les périodes 2 à 5, la liste des chèques émis pour une somme de 1 755 691 $ et 47 sous, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 413 000 $ 686 sous et 52. Et juste rapidement pour mentionner que Construction des GL, c'est pour le projet de développement de la rue René-Descartes dans le parc industriel. Alors, j'en fais la proposition. Je poursuis avec le point 7.4.2. On parle ici d'un emprunt au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets. Il est proposé d'emprunter à même le fonds de roulement une somme de 422 000 $ pour la réalisation des projets, ci-après énumérés, devant être effectués au cours de l'année 2014.
Alors ici, on soulève 2 projets qui ont été présentés dans le plan triennal d'immobilisation, donc déjà approuvé par le Conseil ici. Et ce qu'on propose de faire, c'est de financer ces projets-là à même le fonds de roulement et d'en faire un emprunt et le rembourser sur 5 ans les montants empruntés. Le premier projet de 375 000 pour le renouvellement du parc de véhicules. Là-dedans, on parle principalement d'abord d'un camion cube pour le service d'aqueduc et une camionnette de service aussi pour le service des travaux publics pour l'aqueduc. Alors, premier projet. Deuxième projet, le remplacement d'équipements dans les édifices communautaires, donc 47 000 principalement pour le remplacement de mobilier, chaises et tables au centre Marcel Dulude et à la gare. Alors, j'en fais la proposition. Martin Guévremont appuie. Merci. Pour le point 7.4.3, ici, on propose d'approprier du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour un mandat d'audit sur les déclarations de l'exploitant de l'année 2013. Donc, il a proposé d'approprier la somme de 6 300 $ du fonds de réfection et d'entretien de certaines voies publiques pour la réalisation d'un mandat de vérification des déclarations de l'exploitant de l'année 2013 et de réduire les montants des droits redistribués à la Ville de Sainte-Julie de la moitié du coût de la vérification. En fait, pour vous expliquer ce en quoi cela constitue, c'est de faire la vérification. Bien, vous savez qu'à Saint-Bruno-de-Montarville, on a une carrière qui est située sur notre territoire. Et puis, il y a un fonds qui a été constitué en décembre 2008 pour percevoir des sommes afin de faire la réfection des voies empruntées par les camions qui transportent les substances tirées de la carrière. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est de faire une évaluation simplement des tonnages qui sortent de la carrière parce que la rémunération, en fait, la perception des montants est basée sur ces tonnages-là. Alors, c'est une simple recommandation de nos vérificateurs externes, ce qu'on exécute. Alors, le mandat devrait être octroyé, puis le montant va s'élever à un montant de 6 300 $, payé à même le fonds qui a été financé au fil des dernières années. Alors, j'en fais la proposition. Jacques Bédard appuie, merci. Dernier point, du côté des finances, 7.4.4, appropriation du fonds de parc et terrain de jeu pour la réalisation d'un projet. Alors, il est proposé d'approprier la somme de 75 000 $ du fonds de parc et terrain de jeu pour la réalisation d'un projet réfection des terrains de baseball et de balles molles 12-GE-11 devant être effectué au cours de l'année 2014, tel qu'adopté au programme triennal d'immobilisation 2014, 15 et 2016. Donc, pour tous les amateurs de balles molles, vous serez heureux d'apprendre qu'on procède à la réfection du terrain de balles molles dans le terrain Albert Choiseur. Le terrain numéro 1, dans le fond, sera financé à même le fonds parc et terrain de jeu, puis les autres terrains autour seront financés autrement. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Martin Guévremont m'appuie. Merci. Je passe maintenant la parole. Nous en sommes donc au point 7. Oui, bonsoir. Alors, il s'agit d'une aide financière à l'Harmonie Mont-Bruno pour le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec 2014. Alors, il est proposé d'accorder une aide financière de 350 $ à l'Harmonie Mont-Bruno pour sa participation au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec devant se tenir à Sherbrooke au cours du mois de mai 2014. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la musique ici? Martin Guévremont. Donc, le point 7.5.2, projet de résolution, programme de soutien au développement de l'engagement bénévole en loisirs et en sport 2014-2018. Il est proposé de participer au programme de soutien au développement de l'engagement bénévole en loisirs et en sport et de s'engager à signer la déclaration en faveur du soutien au développement de l'engagement bénévole, adhérer à la charte du bénévolat et des organisations de bénévoles et en faire l'affichage aux lieux et endroits où des bénévoles s'engagent, rendre visible l'engagement bénévole en vue de le rendre attractif aux yeux des citoyens, diffuser auprès des bénévoles les outils et ressources du portail en gestion des bénévoles et faciliter leur utilisation, participer activement aux activités de réseautage et nommer Mme Joséphine Brunelli, régisseur ici à la culture et vie communautaire, comme responsable pour le suivi de ce dossier. Alors, j'en fais la proposition. Martin Guévremont.
Le point 7.5.3, il s'agit d'une aide financière à la Fondation des maladies du cœur 2014. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 584 $ à la Fondation des maladies du cœur pour l'organisation du 14e Salon des vins de la Montérégie, devant se tenir au Centre Marcel Dulude le 9 avril 2014. Alors, j'en fais la proposition. Jacques Bédard. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, c'est de rappeler aux gens que, bon, bien, effectivement, le Salon du livre, pas le Salon du livre, mais le Salon du vin, oui, c'est ça, aura lieu le 9 avril 2014. Et on a toutes les informations là, sur le site Internet. Vous pouvez vous procurer là, des billets au montant de 30 $. Alors, la Ville est fière de faire sa part. Nous en sommes maintenant au point 7.6 et je demanderai au contrôleur de développement urbain, je demanderai à Mme Mélanie de poursuivre. Alors, il s'agit d'un projet de résolution. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-109 déposée par M. Richard Beaune d'Enseigne Plus pour et au nom de Gestion Immeuble Yves Chabot, Inc. pour l'installation de 2 enseignes murales au 1041 rue Parent, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-122.5 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 22 janvier 2014. Vous voyez à l'écran, donc, le visuel. C'est peut-être pas très évident, là, mais en tout cas. Donc, ils rafraîchissent leur visuel. C'est dans le quartier industriel. Alors, je propose... Michel Archambault. Le point maintenant, 7.7, greffe et contentieux, aucun point à l'ordre du jour. Nous passons donc au point 7.8, travaux publics. Confirmation de la réalisation de travaux de pavage rue Goyer et Frontenac-Est. Il est proposé de confirmer que les travaux de pavage sur les rues Goyer et Frontenac-Est réalisés dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le PAARRM, ont été parachevés avant le 14 février 2014 au coût de 26 128 $. C'est une subvention qui est accordée par le ministère des Transports et avant de nous envoyer le chèque, ils veulent s'assurer que les travaux ont été réalisés et qu'une résolution à cet effet a été prise au conseil municipal. C'est ce que nous nous empressons de faire. Donc, il est proposé par Jacques Bédard et appuyé par Michel Archambault de confirmer cette demande. Le point 7.9, services techniques et génie, à adjudication d'un contrat de travaux d'aménagement d'une piste de BMX GEN-2014-02. En passant, vous voyez, on a ajouté là, un petit élément là, à votre gauche qui est un logo qui est le logo des Jeux du Québec 2014. Je vais vous en parler plus longuement par la suite, là, mais ça s'inscrit dans ce contexte-là. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de travaux d'aménagement d'une piste de BMX au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie Excavation Civil Pro Incorporée, selon les montants unitaires prévus à la soumission, pour un montant total approximatif de 140 724 $, excluant toutes les taxes applicables, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN-2014-02. Donc, vous avez un descriptif des travaux qui vont être réalisés. Qui propose? Martin, qui appuie? Michel Archambault. Nous en sommes maintenant au point 8, avis de motion, projet de règlement et règlement. Donc, le point 8.1. Oui. Inviterai Martin Guévremont. Alors, adoption du règlement 2014-1 dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie. On avait passé l'avis de motion le mois dernier, j'en avais fait la lecture. Alors, il est proposé d'adopter le règlement 2014-1 dotant les élus municipaux de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville d'un code d'éthique et de déontologie tel que présenté avec dispense de lecture. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais quand même faire état d'un des articles dans le code, celui qu'on adopte ce soir, juste pour le mettre en relief devant le Conseil. C'est le point de valeur de la municipalité, donc l'article 3-3, et c'est le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens.
Donc, ça dit « Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. » Alors, je faisais tout simplement le mettre en relief et je demande aux membres du Conseil une vigilance particulière de ce côté. Merci. Alors, j'en propose l'adoption. Jacques Bédard. Ouais, Monsieur le Président, j'aimerais peut-être juste faire un commentaire là-dessus, parce que Madame quand on dit l'adoption d'un règlement dotant les élus d'un code d'éthique, juste rappeler à la population, pour votre information, que c'est une obligation de la loi de réadopter le code d'éthique. Le code d'éthique qu'on réadopte ce soir suite à l'élection du dernier conseil au mois de novembre, et le même règlement, le même code d'éthique qui régissait déjà le conseil municipal avant les élections, puis qui avait été déposé suite au même processus là, pour se conformer aux exigences gouvernementales. Alors, on a gardé tout à fait le même code d'éthique. Alors, je pense que c'est à l'honneur de Saint-Bruno. On a été une des premières villes à le déposer à l'époque. Et puis, on continue de maintenir nos standards d'éthique. Alors, bravo. Merci, Mme Hudon. Nous en sommes au... Oui? Je peux me permettre d'ajouter un commentaire? Je vais prendre ton micro, merci. Dans la même veine aussi, je voulais juste rappeler, puis pour l'information de tout le monde, qu'en 2012, en fait, c'était suite à l'adoption de la loi gouvernementale qu'on devait adopter un code d'éthique dans l'ensemble des municipalités du Québec. Pour ce faire, l'UMQ a fourni un modèle, si on veut, parce qu'il y a eu consultation auprès des municipalités, puis le modèle a été suggéré dans le fond. Donc, c'est un modèle qu'on a utilisé. À l'époque, là, en 2012, à la ville de Saint-Bruno, là, non, il y avait peut-être un article de différent. Là, je l'ai comparé article par article. Il n'y avait pas de modification sauf un article, mais c'est pas grave parce qu'on s'entend que c'est un code d'éthique qui fait consensus auprès de l'ensemble des municipalités. Alors, je pense qu'à ce moment-là, on avait fait un choix judicieux, puis on le fait encore aujourd'hui. Merci. Je vous indiquerai les modifications qui avaient été apportées. Merci. Donc, on est au point 8.3. 8.2, excusez-moi. Il y a des gens qui sont vigilants. C'est bien, c'est bien. C'était pour tester. 8.2. Adoption du règlement 2014-3 établissant le programme d'entretien routier. Donc, je vais sortir mon petit document. Il est proposé et résolu d'adopter, le règlement 2014-4 décrétant des travaux de réfection du Grand Boulevard Ouest entre la rue des Bollets et la montée Daniel, tel que présenté avec dispense de lecture, dont le dossier dont on parlait tout à l'heure. Vous avez effectivement, là, je suis rendu, c'est le 8.2. Excusez-moi, là, je suis en train de voler le 8.3. Ouais. Je le lis ici, excusez-la. Je reviens en arrière, rewind. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 2014-3 établissant le programme d'entretien routier 2014 et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel que présenté avec dispense de lecture. Bon, vous avez sous les yeux là, le tableau qui apparaît à l'écran. Vous avez toutes les rues qui sont visées par ce programme-là. Donc, c'est un investissement de 1,25 million de dollars et c'est un emprunt. Et si on va à la diapositive suivante, vous allez avoir de façon plus... tout ce qui est en rouge sur le territoire, donc, devrait être repavé au cours de la période estivale. Ou à tout le moins devrait commencer au printemps et s'était terminé à l'automne. Donc, qui propose? Jacques. Et qui appuie? Michel Archambault. Là, on arrive au point 8.3, en m'excusant. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 2014-4 décrétant des travaux de réfection du Grand Boulevard Ouest entre la rue des Bollets et la montée Daniel, tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, c'est le dossier dont on parlait tout à l'heure. Les travaux devraient commencer le plus rapidement possible. On va avoir un appel d'offres assez rapidement, de telle façon que les travaux puissent commencer, je pense, dès le mois de mai et pour être prêts à temps pour une bonne partie pour les Jeux du Québec le 1er août. Donc, c'est un investissement de 1,1 million de dollars, dont 200 000 proviennent du provincial. Donc, qui propose? Isabelle. Qui appuie? Jacques Bédard. Nous en sommes maintenant au point 8.4. Qui donne avis de motion concernant le règlement? Allez-y.
Oui, c'est vrai, j'oublie toujours le piton de mon micro. Alors, je donne l'avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil de projet de règlement modifiant le règlement E.A1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable afin que l'application policière de celui-ci s'étende également aux cadets policiers. Ça va? En fait, c'est les cadets qui vont pouvoir appliquer le règlement comme le font les policiers. C'est simplement qu'il faut adopter un avis de motion à cet effet-là. Tout simplement, c'est parce que c'était uniquement les policiers qui avaient le droit d'émettre des contraventions. Et puis là, maintenant, on va permettre aux cadets, donc ceux qui sont en stage au niveau de la police, de procéder aussi à des constats et éventuellement à émettre des contraventions. Et donc, ça supposait une modification de notre réglementation parce que ce n'était pas possible autrement. On est rendu au point 8.5. Prochain avis de motion. Donc, c'est uniquement un avis de motion. Donc, on dépose pour la prochaine séance du conseil municipal. 8.5. Je donne avis de motion d'un règlement décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement pour l'année 2014, tout simplement. Donc, si vous voulez plus d'informations, bien, les montants apparaissent à l'écran. Là, vous allez voir, en fait, pour les divers projets de financement. On parle d'un montant total de 20 698 200 $ de frais de refinancement, si je ne m'abuse. Donc, c'est à peu près un emprunt... c'est un 2 % de refinancement sur une durée de 5 ans. Exactement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque année, parce que les emprunts qui sont faits sont évidemment normalement sur une période de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il y a un certain montant qui vient à échéance. Cette année, bon, on en a pour 20 668 200. Évidemment, on espère que les taux d'intérêt vont nous être favorables. On est à la merci des marchés. Pour le moment, c'est très intéressant. Donc, on va voir à quel taux ça va être financé. Mais pour ce refinancement-là, bon, on a besoin aussi d'un montant qu'on emprunte qui vaut à peu près à 2 % du montant qu'on va refinancer. Ouais, c'est des obligations de 5 ans. Ça vous va? OK. Maintenant, on est rendu au point suivant, qui est l'avis de motion d'un règlement décrétant des travaux d'amélioration, de rénovation. Marie-Lou? Alors, je donne avis de motion d'un projet de règlement décrétant un emprunt afin de défrayer les frais de refinancement. Non, c'est ça? Oui, non. Oui, OK. 8.6. Oui, c'est ça. Alors, je donne un avis de motion d'un projet de règlement décrétant des travaux d'amélioration et de rénovation à certains bâtiments municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Donc, vous avez encore une fois illustré à l'écran là, le 180 000 en question. Donc, c'est un emprunt d'une durée de 10 ans. À quelle fin il va servir? Donc, 40 000 $ d'investissement à la gare. Amélioration du centre communautaire, 70 000 $. Amélioration, protection, incendie, équipement de surveillance, 45 000 $. Des frais de contingence de plus ou moins 10 %. Des frais de financement de plus ou moins 5 % pour un coût total de 180 000 $. Nous en sommes maintenant au point 8.7. Avis de motion. Oui, alors, je donne avis de motion d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de permettre un affichage composé de plusieurs logos et de marques de commerce reliés aux produits offerts pour un usage principal de vente de véhicules de promenade neufs, c'est-à-dire C7-0101. Ensuite, 8.8. Oui, c'est ça. On peut continuer. Oui. On va montrer un petit peu à l'écran ce que ça veut dire exactement. Oui. Alors, ensuite, c'est un projet de résolution. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement URB-Z 2009-027, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de permettre un affichage composé de plusieurs logos et de marques de commerce reliés aux produits offerts pour un usage principal de vente de véhicules de promenade neufs, tel que présenté avec dispense de lecture. Donc, de façon plus spécifique, c'est Sega, donc Chrysler sur Clairvue. Vous voyez un peu les exemples qu'on a dans les autres municipalités. C'est un peu pour coller à cette réalité-là.
Parce que la problématique qu'on avait avec notre réglementation ne permettait que d'afficher une seule enseigne, c'est-à-dire une seule marque sur les enseignes. Et on constate que du côté de Chrysler, bien, il y avait aussi Jeep, il y avait Dodge, donc ça amenait une problématique particulière. Donc la modification va permettre justement à Sega de pouvoir afficher l'ensemble de ces marques automobiles. Et ça ne concerne cette modification-là que les seuls concessionnaires automobiles. Il y en a 2 actuellement à Saint-Bruno. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres dans un proche avenir. Alors, Donc, je fais la proposition. Qui appuie? Michel Archambault. Nous en sommes maintenant au point 9. Sujet d'agglomération. Donc, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance ordinaire de l'agglomération du 23 janvier 2014, le cas échéant, aucun. Dans les prochains, je me permets de faire un petit aparté, dans les prochains conseils municipaux, séances du conseil, on va vous amener plus d'informations parce que c'est pas inintéressant de savoir ce qui se passe au niveau de l'agglomération, les sujets qui y sont discutés. Donc, on va ajouter un peu plus d'informations par rapport à ce point-là qui m'apparaît un peu sec, là. Même si on n'a pas de rapport, c'est pas mauvais qu'on puisse illustrer ce qui a été discuté lors de ces rencontres-là. Le point 9.2, donc sujet à l'ordre du jour de la séance de l'agglomération du 20 février 2014. Bon, toute une série de sujets. Nous, on est en accord avec l'ensemble de ces sujets-là, donc ce qui est à l'ordre du jour, à l'exclusion de quelques-uns, parce que ces quelques-uns ne nous concernent pas. Tout ce qui touche le traitement de l'eau, donc l'épuration des eaux usées, ne nous concerne pas. Donc, quand on a ces sujets-là, évidemment, on n'a aucune recommandation à faire. Donc, dans le cas présent, tout est positif, sauf pour ces éléments-là où on s'abstient parce que ça ne nous concerne pas. On serait malvenu de dicter aux autres sur des dossiers qui, finalement, ne nous concernent pas. Nous en sommes maintenant au point 10, qui est affaires nouvelles. Affaires adoptées. Ah oui, ben oui, il faut adopter. Bon, j'oublie toujours de l'adopter. Donc, il est proposé, excusez-moi, il est proposé d'exprimer l'orientation suivante relativement au sujet énuméré à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération devant se tenir le 20 février 2014. Donc, qui propose? Martin, qui appuie? Jacques Bédard. Ça va? Donc, nous en sommes au point 10, affaires nouvelles. Aucun point à cet élément. Le point 11 maintenant, l'élément 11, période d'intervention des membres du Conseil. Je vais me permettre d'entrée de jeu d'en faire 2, ce qui n'empêchera pas les autres d'intervenir par la suite. Juste pour vous dire que, bien sûr, il y a des Jeux du Québec qui se tiennent du 1er au 9 août prochain, donc 1er 9 août 2014. Il y a 14 épreuves, donc 4 de mémoire, je pense 14, mais il y en a 4 qui se déroulent à Saint-Bruno. Parce qu'on a une des 4 villes qui se sont associées au niveau de l'agglo pour tenir ces Jeux-là. C'est une organisation monstre, je peux vous le dire. J'assiste à différentes rencontres et c'est énormément d'énergie. C'est 4500 bénévoles qui vont être sur place. C'est plus de 3000 athlètes qui vont être présents sur le territoire entre le 1er et le 9 août. Nous, on a 4 épreuves. Donc, on a les BMX. C'est pour ça qu'on investit un petit peu pour la mettre à l'ordre pour faire en sorte qu'on ait une piste qui soit présentable. On a le vélo de montagne, on a le vélo sur route et finalement, la 4e épreuve, c'est l'équitation. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'au cours des prochaines semaines, vous allez entendre parler beaucoup de ces Jeux du Québec-là parce qu'on va avoir besoin, bien sûr, de beaucoup de bénévoles. Si on parle de 4500 pour l'ensemble de l'agglo, c'est plusieurs centaines pour Saint-Bruno. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez retarder vos vacances de quelques jours, si vous pouvez nous donner un coup de pouce, ça va être extrêmement important. On va revenir à la charge avec quelque chose de beaucoup plus précis au cours des prochaines semaines, mais en attendant, mettez ça à votre agenda. Ça va être un événement important, intéressant, et je pense qu'au niveau de Saint-Bruno, on doit en tirer une fierté d'avoir ces 4 épreuves-là. Il faut s'assurer que ça soit une réussite totale, pleine et entière. Donc, je compte évidemment sur l'ensemble des citoyens. C'est le petit message que j'avais à faire. Le deuxième, c'est une annonce et je pense que vous connaissez un petit peu nos orientations au niveau du parti. Parti, quand on s'est fait élire, c'est sur des critères intéressants. Donc, pour nous, vous avez une conférence ce mercredi concernant le parc du Mont-Saint-Bruno. Je vous incite à le mettre à votre agenda, d'autant plus que c'est une activité gratuite.
qui se déroule à 19 h. Je pense que vous avez reçu un feuillet à cet égard qui a été distribué. Moi, je vais y être parce que c'est important. Vous savez que le Mont-Saint-Bruno est un mont extrêmement riche en termes de biodiversité. De toutes les Montérégiennes, c'est celui qui a la plus grande biodiversité. Sauf que les gens en sont peu informés. Et c'est aussi le mont qui subit actuellement le plus de pression parce que c'est celui qui est le plus fréquenté. Plus de 880 000 personnes, pas nécessairement différentes, le visitent chaque année et c'est en croissance à raison de 10 ou 15 par année. Donc, c'est le plus petit des Montérégiennes, c'est celui qui est le plus fréquenté et c'est celui aussi qui a la plus grande biodiversité. Donc, je pense que c'est un joyau qu'on doit tous ensemble s'assurer de protéger. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous invite à assister à cette conférence-là. Et la conférencière, à ce qu'on m'a dit, est extrêmement intéressante. Donc, vous ne perdrez pas votre temps, vous ne vous ennuierez pas et vous allez sortir de là enrichi à tous égards. Et c'est gratuit, pour le répéter. Voilà, ça termine mes interventions. Isabelle? Lors de la dernière séance du Conseil, nous avions adopté un projet de règlement pour modifier le règlement de zonage pour régir l'élagage des arbres à l'extérieur des milieux naturels. Ceux qui étaient présents lors de cette séance s'en souviendront sûrement. Ça a déclenché donc un mécanisme et nous avons tenu une consultation publique. Je voulais juste vous faire part du fait que ça s'était très bien passé. Merci à M. Lausier pour sa participation. À partir de maintenant, là, on va prendre acte des commentaires que les citoyens dont les citoyens nous ont fait part. Puis on va voir comment on peut les intégrer au règlement. Et voilà. Alors, ça va s'inscrire dans une politique plus large, une politique de l'arbre qu'on va préparer, qui devrait être prête. Bon, je ne veux pas m'engager sur les dates, mais ça fait partie de nos engagements. Donc, ce règlement-là s'inscrit à l'intérieur de la politique. Et voilà. Alors, la suite au prochain conseil, quand on aura le règlement finement taillé pour faire un jeu de mots. D'autres interventions? Oui, mais moi, encore une fois, je vais parler au nom de l'art et de la culture. Juste pour rappeler aux gens qu'en ce moment, à la bibliothèque municipale, c'est le mois de coup de cœur. Donc, le mois de février, si vous vous rendez sur place, vous allez voir qu'il y a certains documents sur lesquels le personnel de la bibliothèque a mis des autocollants sur lesquels on peut lire coup de cœur. Alors, si vous avez besoin de suggestions de lecture, c'est le temps à la bibliothèque. Autre chose... Bon, je suis l'élu responsable de l'urbanisme et en décembre, on nous a offert à nous, les élus, de participer à une formation qui était offerte par l'organisme Vivre en Ville. Alors, je voulais juste vous faire un petit suivi par rapport à cette formation-là. Donc, on s'est présenté la semaine dernière et je pense qu'on en est sortis tous très emballés, stimulés. Et Madame la directrice générale nous a également accompagnés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vivre en Ville, bien évidemment, c'est une organisation là, qui est formée d'urbanistes. Et la formation qu'on a suivie, c'était sur les collectivités viables. Alors, bon, mais évidemment, il a été question de design, d'agriculture urbaine, de transport actif, aménagement du territoire, économie urbaine aussi. Et évidemment, nous, on a des préoccupations là, évidentes sur tout ce qui est aménagement du territoire ici à Saint-Bruno. Donc, on est sorti de là avec un paquet d'idées aussi très emballées là, de ce qu'on nous proposait. Puis, on est certain qu'on va continuer à travailler avec l'organisme Vivre en Ville qui pourra nous accompagner là, dans nos consultations publiques parce qu'on veut évidemment là, revoir notre plan d'urbaniste à Saint-Bruno. On veut dynamiser notre centre-ville. Alors, on est parti avec plein de notes, donc je veux remercier les citoyens parce que vous avez investi, vous, dans cette formation-là, puis je pense que ça va beaucoup nous servir. Intervention? Oui, bonsoir. Alors, on m'a demandé d'être bref. Je nous souhaite bonne chance. J'ai même préparé quelques acétates, si ça ne vous dérange pas d'aller de l'avant. Le mois dernier, j'avais présenté, j'avais discuté très rapidement lors de l'intervention des élus à la fin du fait qu'on allait s'investir en développant un nouveau comité consultatif citoyen et celui-ci s'appelle Comité consultatif d'éthique et de gouvernance de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, j'en avais fait mention le mois dernier sous conseil, mais ça faisait déjà un certain temps qu'on travaillait dessus.
J'avais soumis d'ailleurs une première ébauche il y a de ça à peu près une quarantaine de jours à l'ensemble du conseil. On a travaillé avec la directrice générale depuis. Et M. le maire a même présenté à tous les directeurs de service qu'est-ce que ce comité consultatif allait consister. Et donc, ça aboutit à la création et ce soir, je lance l'appel à la candidature de citoyens que j'initie donc ce soir. Dans les prochains jours, vous allez voir là, sur le site web et puis dans les journaux locaux cet appel-là. En fait, si je peux très brièvement parler de l'objectif et pas nécessairement du mandat qui est là pour l'instant, c'est que ça, en bout de ligne, ce que ça demande, c'est une participation plus active d'un point de vue citoyen dans la prise de décision. Donc, Marie-Lou parlait de consultation publique. L'intention, entre autres, d'avoir un genre de processus de consultation publique en continu et qui n'est pas en conflit avec d'autres types de consultations publiques qu'on va faire sur d'autres sujets, tout simplement pour s'assurer d'une démocratie plus participative de la part des citoyens et qui, en bout de ligne, fait juste aider à maintenir le lien de confiance essentiel là, à toute société démocratique. Ceci dit, pour ce qui est du mandat en tant que tel, le comité consultatif est mandaté par le Conseil pour proposer des recommandations touchant les questions d'éthique et de gouvernance. Et plus précisément, vous les avez, là, les 6 points sur la feuille. Maintenir à jour les codes d'éthique pour renforcer le lien de confiance avec la population, définir les règles pour soutenir les élus et les fonctionnaires, définir les règles au niveau de la structure politique, chapeauter et assister les différents comités mis en place, faciliter la compréhension des informations véhiculées par la Ville et analyser et revoir les liens avec l'agglo de Longueuil. Chacun de ces points-là, évidemment, sont très larges. Ça comprend évidemment beaucoup de composantes. Exemple, faciliter la compréhension des informations véhiculées par la Ville, ça veut dire quoi? C'est tout simplement pour s'assurer que les citoyens reçoivent l'information dans le juste temps, d'une manière compréhensible et d'une clarté adéquate. Exemple, dans les avis publics... Je m'excuse, monsieur le Président. Oui. Puis-je me permettre d'intervenir? On va laisser terminer, monsieur Guévremont. Madame Hudon. C'est une question de privilège. On est rendu au point d'information, c'est juste un point d'information. Oui, mais on explique un comité qui n'a pas été encore mis sur pied par le Conseil. On donne toutes les informations sur un comité qui n'a pas encore fait l'aval d'une décision du Conseil. Les comités de la Ville doivent être proposés par le Conseil, entérinés à la suite d'une résolution du Conseil. Et là, on fait une présentation sur un comité qui n'existe pas encore, qui n'a pas été présenté au Conseil et qui n'a pas été voté par le Conseil. Alors moi, ce n'est pas sur le comité que j'en ai présentement, c'est sur la procédure qui est adoptée ici, de faire une présentation sur quelque chose qui n'a pas fait l'objet d'une résolution. Et à mon sens, ça contrevient au droit du Conseil de légiférer en la matière, parce que c'est comme ça que les comités doivent être formés suite à une résolution. Madame Tousignan, vous me corrigerez si je me trompe. On fait un appel de candidature, madame, ce soir. Oui, alors je vais clarifier parce que mme Ameline nous a donné cette information-là. Effectivement, on voulait s'assurer que tout était fait dans la règle de l'art. Il n'y a pas d'obligation d'adopter ce document par résolution et il y a quand même recommandation de l'adopter en bonne et due forme à un moment donné, mais ça ne nous empêche pas d'aller en appel de candidature pour des nominations. Et donc, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Nous, on veut aller de l'avant avec ce comité consultatif citoyen. On a donné la chance à tout le monde d'offrir les commentaires. Vous avez co-signé une lettre avec M. Audard et M. Besner. Je comprends, mais c'est à la suggestion de la directrice générale également de même siéger sur ce comité-là. Par la suite, donc, la composition en tant que telle du comité qui a été définie, c'est 4 citoyens, 1 élu, la directrice générale ainsi que la greffière.
Ça a été d'un travail avec des fonctionnaires, ainsi que lorsque je l'ai brièvement présenté, si vous vous rappelez, à la session de travail, et que par la suite, quelques jours plus tard, tout a été envoyé au Conseil. Vous contrevenez à la tradition de Saint-Bruno qui fait que la formation d'un comité est toujours respectez le droit de par le parole, Mme Hudon. Ouais. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît, parce que Madame, levez la main si vous voulez prendre la parole. En fait, je sais pas si... Ah non, c'est... J'oublie, hein? Désolée. En fait, je ne sais pas si je peux vous rassurer, mais en fait, en faire l'annonce, ça ne veut pas dire que le comité va devenir fonctionnel. Je pense que ce qu'on essaie de dire ce soir, c'est que même si on invite les gens à penser à une candidature potentielle, c'est certain que si on met le comité en œuvre, d'abord, ce comité-là sera adopté par l'ensemble du conseil. Puis je suis quand même... Je veux faire un clin d'œil, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais je tiens quand même à rappeler que dans le dernier mandat, lorsqu'on a mis en place la table de concertation sur le milieu naturel Sud 116, vous vous rappellerez, parce que c'est vous qui l'avez présider cette table-là. Elle n'a jamais été déposée au Conseil, alors jamais la composition a été... C'était pas un comité, c'était une table de concertation. Ben en fait, si vous me permettez de terminer... Madame Hudon, ce que je veux dire, c'est que c'est une table sur laquelle siégeaient des élus, sur laquelle siégeaient des citoyens et siégeaient des promoteurs, des propriétaires terriens. Et puis, c'est le même... Je veux dire, c'est une instance ou un palier décisionnel aussi important qu'un comité consultatif d'une ville parce que ça se penche sur les dossiers réels, c'est-à-dire le futur développement de notre municipalité. Alors, je pense que là-dessus, on s'entend. Je suis heureuse qu'aujourd'hui, vous changez d'avis et que vous vous dites que c'est important d'adopter ce genre de comité-là en conseil. J'en suis ravie et je peux vous assurer, et moi, je m'en ferai le chien de garde s'il faut, que cette composition-là du futur comité sera également adoptée ici à la table. Je vous remercie. Ça va? D'autres interventions, parce que j'en aurais une petite dernière, je l'avais oublié celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Ça vous va? Ah. Ben, écoutez, madame... Enfin, juste remercier Mme Hamelin, l'équipe d'École Bleue, là, pour l'exécution de la fête du village, là, fête des neiges, la fête du lac, là, encore cette année. Super, merci. Ben, c'est un peu sur ça que je voulais intervenir, effectivement. Parce que je voulais surtout pas l'oublier, parce que ça a été exceptionnel. Il y a eu quand même, je pense, au-delà de 10 000 personnes qui sont venues, pas nécessairement différentes, là, mais qui ont assisté à la journée et demie d'activité. Moi, j'ai été le dimanche, je suis allé aussi le samedi soir, et puis le feu d'artifice m'a vraiment impressionné. Et donc, j'en remercie tout le monde. Tout à l'heure, je sais qu'il y a un de nos cols bleus qui est ici ce soir. D'ailleurs, je suis un peu malade avec le terme col bleu. Il me semble que c'est... En tout cas, ils se sentent à l'aise avec ce terme-là. Et ce qu'il me disait, c'est qu'ils travaillent très fort et j'en suis bien conscient. Cette année, on a l'avantage d'avoir, pour certains, c'est désavantageux parce qu'on a des conditions climatiques qui sont vraiment hivernales. Mais en même temps, le lac, je pense qu'il n'a jamais été ouvert aussi longtemps depuis des lunes. Et puis, bon, le hasard a voulu que ça tombe cette année. C'est tant mieux. Donc, il a été ouvert au début du mois de janvier. Il est encore pleinement fonctionnel. Il y a de la glace en masse, je pense. Il ne calera pas, comme on dit en bon québécois, avant le mois de mai. Et la glace doit être assez épaisse. Puis on vous invite à en profiter largement et on espère que cette température-là, sans être aussi froide, puisse perdurer jusqu'après la fête, la relâche scolaire. Fait que c'est sur ça que je vous dis bonne fin de journée. Il y a d'autres Merci. Monsieur le Président, il y a d'autres conseillers. Alors, je pense que mon collègue... Oui, excusez-moi, M. Bessner, allez-y. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Simplement, deux choses. Je voulais surtout parler d'une activité à laquelle on a participé vendredi. Mais juste avant, je sais que ça peut être obscur car on n'a jamais été conseillé d'une ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux vous dire que depuis l'élection, depuis novembre, grande surprise, beaucoup plus de travail qu'anticipé. Et ce n'est pas une plainte, mais une surprise. Et juste vous donner un petit reflet de la semaine dernière. Alors, lundi passé, tout le monde qui est ici, tous les conseillers, on a participé à une session de travail le lundi soir qui a pris toute la soirée. On a eu par la suite Vive en ville, ce que Mme Malary a parlé. On a participé, et c'était libre, on a participé à cette session de formation-là qui a pris plus qu'une demi-journée.
Le vendredi, on a fait la visite des services de la ville et on en a fait seulement la moitié. Une autre moitié sera faite cette semaine. Et quatrièmement, on a participé, Mme Hudon et moi, à une activité vendredi soir, le Club Optimiste, qui faisait une collecte de fonds et qui faisait une soirée à laquelle Mme Hudon et moi, on a participé avec chacun nos conjoints respectifs, et aussi y ont participé le député de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, et la députée fédérale, Mme Saillant. Alors, juste vous dire qu'en l'espace de quelques jours, on a à peu près 50% de notre temps qui a été investi au niveau du Conseil. Alors, comme information. Merci, M. Bessner. C'est sûrement pas moi qui va vous contredire, parce que nos journées commencent tôt et finissent à 7 heures, mais on a beaucoup de travail. Mais on trouve ça, en tout cas, emballant. En ce qui me concerne, je trouve ça emballant et on a le goût de continuer encore quelques lunes. Donc, à moins de... Oui, allez-y, Mme Hudon. Si vous permettez. Je voulais juste souligner aussi qu'il y a eu une présentation le 29 janvier dernier du PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Comme vous savez, à Saint-Bruno, la zone agricole couvre 21 % de notre territoire. Au plan de conservation des milieux naturels, on s'est engagé à ne pas demander de dézonage. Alors, ça, c'est très bien. C'est dans l'optique du PMAD, alors parce que le PMAD veut même qu'on remette en culture 6 % des terres qui ne sont pas utilisées. On a appris des informations fort intéressantes, entre autres sur le rendement qui est un petit peu faible en Montérégie, le rendement pour les terres agricoles, ce qui peut à long terme favoriser ou des demandes de dézonage, ce à quoi nous autres, en tout cas, on s'est toujours opposé, la ville de Saint-Bruno. Alors, c'est fort intéressant comme soirée. Ça nous a permis une réflexion sur notre zone agricole. Je voulais aussi souligner le tournoi de ringuettes qui a eu lieu à la fin janvier, début février. Ça avait 45 équipes qui participaient, dont plusieurs qui venaient de l'extérieur, d'aussi loin que Sept-Îles ou London en Ontario. Et puis souligner quand même que les équipes de Saint-Bruno ont gagné 5 médailles d'or puis 2 médailles d'argent. Alors, je pense que c'est tout à notre honneur. Alors, félicitations à l'Association de ringuettes parce que ça a été un succès. Et puis, peut-être juste une dernière demande. À la dernière séance du Conseil, M. Guévremont, vous avez dit que vous alliez assister à une séance de DHL le lendemain soir du Conseil. Alors, j'aimerais que vous recevoir un rapport de cette séance-là à laquelle vous avez participé, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et puis, j'aimerais savoir si si DHL s'est montré sensible à votre désir d'apporter des mesures concrètes là, pour lutter contre le bruit. Alors, voilà, on n'a pas eu de rapport, puis j'aimerais bien avoir des nouvelles de cette rencontre-là. Merci. Tu veux intervenir? En fait, non, je n'ai pas assisté. J'ai rencontré M. Spencer, qui est le président du conseil d'administration, seul, 1 à 1, et je n'ai pas vu le procès-verbal de la rencontre. D'autres interventions, ça va? OK. Donc, la séance, qui propose la levée de la séance? Marie-Lou, qui appuie? Martin Guévremont. Donc, la séance est levée à 8h27 ou 28 minutes précises. Bonne fin de soirée à tous et on vous invite, bien sûr, à profiter du restant de l'hiver. Au revoir. C'est peut-être, on me dit que